La Soquette Légère. Les amis de la Soquette Légère, bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Ravi de vous retrouver en compagnie évidemment de Valentine. Salut Valentine. Bonjour. Aujourd'hui, une émission un peu particulière parce qu'on va parler de cyclisme et de dopage. Alors évidemment, le sujet dit comme ça fait peur, mais l'idée n'est absolument pas de créer une déferlante sur le sport qu'on apprécie tous ici autour de la table, mais plutôt de faire un état des lieux de la santé du cyclisme à travers ses combats, ses progrès, mais aussi ses paradoxes et ses problématiques. Et pour évoquer cette thématique ô combien complexe mais follement intéressante, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Vildary, journaliste et investigateur sur France Télévisions. Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Bonjour. Comment ça va ? Bien, et vous ? Super. Ça va, Et en vous pleine deux forme. En pleine forme pour débuter ce podcast. C'est parti pour 30 minutes de vélo, voire un petit peu plus. Et avec vous Thierry, on va dépatouiller la lutte antidopage dans le cyclisme professionnel. Enfin, on va tenter. Thierry, beaucoup vous connaissent pour vos investigations, notamment sur France Télévisions et sur Stade 2, qui font à juste titre beaucoup parler. Et vous décrivez un petit peu comme un cuisinier dans son environnement de travail. Oui, c'est ça. C'est l'image que j'utilise souvent quand on me demande qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous faites sur tel sujet ou comment vous travaillez. Étant donné que je travaille seul, avec la confiance de ma hiérarchie, mais seul, que j'ai un réseau d'informateurs et de gens avec qui je travaille assez relativement performants, on va dire, qui sont bien informés. J'utilise souvent l'expression « j'ai plusieurs casseroles sur le feu ». C'est souvent ça. Alors, certaines sont plus ou moins chaudes en fonction de l'actualité ou de la maturation de tel dossier ou de la programmation qu'on veut faire. On monte un peu le feu, etc. Puis surtout, le feu monte par les infos, moi, qui me reviennent. Donc, parfois, une casserole qui est à petit feu depuis des mois, d'un coup, se met à bouillir parce qu'il y a une information qui tombe ou qu'on peut intervenir à un moment parce que le dossier a évolué de telle ou telle manière. Donc, je suis un peu comme quelqu'un dans sa cuisine. Alors, je ne sais pas si c'est un chef cuisinier ou un mitron, mais Ou un commis. Voilà, ou un commis de cuisine, un second de cuisine. Mais voilà, je suis obligé parfois et souvent, et en ce moment particulièrement, de jongler avec plein de casseroles. Et différentes casseroles, également différents sports. Différents sports, différents thèmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le vélo, que le dopage ou que les suspicions de dopage mécanique. Ouais. Il y a le dopage tout court, par exemple dans l'athlé qui m'a beaucoup occupé en 2019. Mais il y a aussi les problèmes de paris sportifs et de matchs truqués Oui. qui pourraient peut-être m'occuper dans les mois ou les semaines qui viennent. Voilà. Il y a aussi les problèmes d'abus et d'agression sexuelle dans le sport. Oui. Sur lesquels je travaille aussi. Voilà, où j'ai plutôt tendance à dire on travaille parce que un journaliste seul, sans relais, sans informateur, sans personnes qui veulent faire sortir des éléments de vérité ou faire sortir des dossiers, un journaliste tout seul, il ne peut rien faire. Thierry, depuis un an, alors on va lister l'affaire Aderlas et le dopage sanguin, le conflit entre Freeman et Sutton à l'époque Sky, les révélations dans le livre de Rudy Pevenage, et enfin les allégations sur les relations entre Astana et le docteur Ferrari. En mars 2020, Thierry, où est-ce qu'on en est de la lutte antidopage dans le cyclisme professionnel ? C'est toujours une réponse compliquée à effectuer parce que quand on enquête et que de temps en temps on sort des éléments ou des dossiers, on découvre des choses, parfois on tombe un peu de sa chaise et donc même moi, les certitudes que je pouvais avoir ou les intuitions sont souvent remises en cause. Alors où est-ce qu'on en est ? Ce que je peux dire, c'est que le vélo à mauvaise réputation, c'est en partie justifié et en partie injustifié. Parce que le cyclisme est un des sports qui lutte le plus et qui investit le plus réellement contre le dopage et qui investit le plus sur la lutte antidopage. C'est un des sports, c'est le seul sport où, par exemple, les antidouleurs opiacés, par exemple, sont interdits pour des raisons médicales, pas pour des raisons de dopage, mais c'est une dérogation accordée par l'Agence mondiale antidopage à l'UCI, à la demande de l'UCI, et qui permet d'interdire ou d'arrêter un coureur, d'empêcher un coureur de courir, de prendre le départ de la course si on a détecté dans ses analyses, par exemple, du tramadol. Voilà. Et ce qui est une excellente chose, parce que c'est quand même un truc de dingue. C'est-à-dire que ça tue des centaines de personnes aux États-Unis et c'est autorisé. avec une prescription médicale, c'est autorisé par l'Agence mondiale antidopage. D'accord. On est quand même dans un truc de dingue. Le cyclisme est le seul sport
ou c'est interdit. Voilà. Il y a eu après maintenant, je vais pas vous dire que c'est parfait et je vais pas vous dire par exemple, mettons un peu les pieds dans le plat, que je suis tout à fait persuadé de l'efficacité, par exemple, de la lutte antidopage localement en Colombie. Voilà, il faudra qu'on m'explique par A plus B comment est-ce qu'on contrôle en Colombie, comment un contrôleur de l'agence antidopage là-bas peut aller chercher une star et lui demander, le convaincre de faire sa prise de sang et tout, etc. On sait qu'il y a des problèmes qui ne sont pas propres au cyclisme. Dans tous les pays où il y a des difficultés sociales, où il y a des pouvoirs forts, où il y a, etc., c'est compliqué de vraiment mener la lutte antidopage. En Éthiopie, par exemple, c'est compliqué. On va revenir un petit peu plus tard sur ces pays, Éthiopie, Colombie, on en reparlera parce que c'est très intéressant. Valentine, par rapport au système Adams. Oui, effectivement, Thierry, 15 ans après la mise en place du système Adams, quel retour on peut tirer? Ça a été c'est comme beaucoup de nouveaux outils pour lutter contre le dopage. À l'époque, au moment où c'est installé, c'est comme le passeport bio, par exemple. Au moment où c'est installé, c'est un progrès. Ça rend le dopage, ou ceux qui veulent tricher, ça leur rend la tâche plus difficile. Est-ce que c'est une valeur sûre, justement, ce passeport biologique? Non, ça n'est pas une valeur sûre. Il y a des sportifs qui, à renfort d'avocats, ont réussi à le mettre en échec devant les instances, devant le TAS. Ils ne sont pas très connus, Ouais. mais ils existent. Le rôle des avocats par rapport à certains tests, par exemple, est important. On l'a vu sur le cas Froome, par exemple, où là, c'est les avocats et des scientifiques qui ont travaillé avec l'équipe Sky qui ont réussi à faire échouer le contrôle positif de Chris Froome. Voilà, donc tant mieux pour lui. Il y a des règles de droit, il faut les reconnaître et les respecter, mais enfin, voilà, on nous a expliqué que son organisme n'évacuait pas comme tout le monde, etc., etc. Voilà. Et donc, le système Adams va être renforcé, autant que je sache, mais a des faiblesses qui sont notamment celles de la relocalisation après une certaine heure. C'est-à-dire que si vous déclarez votre localisation et qu'à une certaine heure, vous vous relocalisez, ça fait tourner le système et vous n'êtes relocalisé que plusieurs heures plus tard. Ok. Voilà. Donc si vous êtes en stage, que vous changez d'hôtel fréquemment, etc., ça vous permet de vous organiser une petite semaine tranquille. Voilà. Donc il a des faiblesses, il n'est pas parfait. Il y a des tentatives pour l'améliorer. Je pense qu'il va être renforcé, etc. Moi, très clairement, je ne fais pas école en la matière, mais je suis pour le développement dans les meilleurs délais de sortes de capteurs implantés sous la peau et qui enregistrent tous les paramètres physiologiques et toutes les modifications physiologiques. C'est-à-dire que, y compris des produits qui ne sont pas aujourd'hui détectés parce qu'ils ne sont pas recherchés, parce qu'ils ne sont pas interdits, pourraient être enregistrés là-dessus. On aurait une marque et on saurait tout ce qui rentre dans le corps de l'athlète. Et on pourrait lui demander pourquoi. Et c'est-à-dire, avec ça, existe le passeport biologique. Voilà, toutes ces choses-là qui sont le passeport bio, pour moi, est quelque chose qui pose question parce que, en dehors des contestations scientifico-juridiques qui sont importantes, il y a le problème de la validation d'une suspension pour être suspendu par le passeport bio, j'essaie d'être clair, il faut que vous ayez des variations qui soient anormales, mais elles sont jugées anormales à partir du moment où un collège de 3 experts vote à l'unanimité pour votre suspension. Pour prendre le cas de la CADF, de la commission antidopage de l'UCI, qui va être supprimée bientôt et remplacée par une autre agence. Est-ce qu'on a déjà le nom de l'agence et son fonctionnement ? ITA. Ok. International Testing Agency, qui est une excroissance de l'Agence mondiale antidopage et qui va gérer plusieurs fédérations. D'accord. À la CADF, je crois savoir qu'il y a au moins un expert scientifique qui levait très très difficilement la main depuis plusieurs années, pour ne pas dire jamais. Voilà. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est un débat d'experts et tout. Mais enfin, les suspendus par passeport bio à la CADF, on peut les compter sur les doigts de la main. Voilà.
et des petits poissons. Alors, il faut croire que les gros poissons, eux, font tout nickel, parfait, qu'il n'y a aucune variation, qu'ils ne sont jamais testés, etc. Ou peut-être qu'ils ne sont pas testés au bon moment, je ne sais pas. Voilà. Et c'est assez paradoxal parce que quand on vous écoute, la part de l'interprétation dans les décisions qui sont rendues par la CADF a l'air vraiment importante. Dans le cadre du passeport bio, oui. Ouais. Si vous êtes contrôlé positif à l'EPO, il n'y a pas d'interprétation. Vous êtes positif, c'est EPO exogène, c'est-à-dire pas fabriqué par le corps, et puis vous êtes suspendu. Le CAFROUM ne relève pas du passeport bio. Le CAFROUM, c'est du salbutamol, c'est-à-dire de la ventoline, une dose de ventoline supérieure à ce qui est théoriquement autorisé ou admissible, mais c'est une détection indirecte. C'est-à-dire qu'on détecte cela et on en déduit à partir d'une concentration dans vos urines, à l'issue de la course, que vous avez dépassé un seuil. Mais après, la concentration dépend aussi de la déshydratation. Voilà, c'est une concentration dans un certain volume. C'est un peu technique. Et l'équipe Sky, avec ses juristes et des scientifiques, a réussi à démontrer, à trouver des failles dans ce test et dans son interprétation. D'accord. Alors, l'UCI on a pris plein la figure dans cette histoire, ouais. mais c'est un test de l'Agence mondiale antidopage. Donc, et la question était, est-ce que l'Agence mondiale antidopage savait que son test avait des faiblesses avant ou pas ? J'ai posé la question par mail, on m'a répondu que pas du tout. D'accord. Mais j'ai quand même posé la question, parce que j'avais quelques suspicions là-dessus. D'accord. Voilà. Le cyclisme professionnel, parce que c'est culturel et c'est historique, il ne faut pas se cacher, a des problèmes toujours de dopage qui sont avérés ou pas, avec des suspicions plus ou moins importantes. On a entendu des noms circuler récemment. Ce que je sais, c'est que comme l'athlétisme, par exemple, qui est souvent sous les feux de la rampe, et aussi à juste titre, par exemple, les tests et la qualité des tests, la technicité des tests antidopage qui sont demandés et qui sont requis en cyclisme sont beaucoup plus pointus et plus importants que dans d'autres sports. Par exemple, de grands sports collectifs. Voilà. Où on recherche de manière moins poussée que dans le cyclisme et dans l'athlétisme. Voilà. Le cyclisme aujourd'hui fait partie des sports où c'est plus difficile de se doper et où le dopage est moins rentable. Sauf si vous utilisez des produits que je ne connais pas et qui pourraient être miracles et pas encore recherchés et donc pas encore détectés. Ça peut exister, mais voilà, moi je ne les connais pas. Mais dans les produits qu'on connaît, les grands classiques, c'est plus difficile de se doper et moins rentable dans le vélo, dans l'athlète, etc. Et pourtant, il y a quand même du dopage. Thierry, dans le prolongement, je vais évoquer 3 idées reçues sur la lutte antidopage dans le cyclisme professionnel et c'est à vous de me dire ce qu'il en est réellement. C'est la rubrique, la fameuse, le vrai du faux. Le vrai du faux. Thierry, vrai ou faux? Pour parler un peu cru, les stéroïdes, les hormones de croissance et le PO sont le cocktail gagnant pour qui veut tricher. Pour moi, c'est toujours la base et c'est la sainte trinité du dopage. Jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire et qu'on me donne des nouveaux produits. Alors, c'est vrai qu'on parle de l'Eicar, par exemple, pour perdre du poids et gagner du muscle. On parle des cétones, etc. Mais stéroïdes, hormones de croissance quasiment indétectables à l'heure actuelle, malgré ce qu'on dit, et EPO, dopage sanguin avec autotransfusion, prélèvement et autotransfusion, puisque ça va ensemble maintenant, c'est la base du dopage. Et pour ça, il faut arriver à trouver des fenêtres pour se doper, être sûr de ne pas être détecté, de façon à évacuer les produits et à pouvoir en tirer les bénéfices tout en étant clean. Est-ce que c'est là le salut des microdoses ? Les microdoses existent, etc. Mais ce qui se passe, c'est que de plus en plus, on passe de soigneurs, de docteurs bidouilleurs, à aujourd'hui des vrais spécialistes. Ce qu'a été Ferrari et Cecchini, ce qu'ont été Ferrari et Cecchini, ils ont été précurseurs, et Fuentes, etc. Ouais. Mais maintenant, avec des vrais spécialistes, c'est l'affaire Aderlas en Autriche, avec des plateformes, parce qu'il faut prélever, stocker du sang, pouvoir le réinjecter
de manière sécurisée, parce que quand même, vous prenez des risques. Hein, On là, prend des risques inconsidérés quand même. c'est Ouais. quand même incroyable. Quoi, voilà. On l'a vu avec ces fameuses images Oui. du skieur, En du pleine fondeur, transfusion, voilà, en ouais. pleine transfusion et tout, etc., qui ne pouvaient pas l'enlever. Parce que, Non. voilà. Donc, il faut de plus en plus des plateformes, des services et des gens qui vous sécurisent tout ça. Aujourd'hui, on n'est plus dans le bidouille de la pharmacie ou de l'arrière-cuisine. Certains l'utilisent encore, mais risque de se faire attraper ou risque des problèmes de santé. Mais voilà, on est dans quelque chose de beaucoup plus organisé maintenant. Et Thierry, les vices du dopage démarrent dans les catégories juniors. Est-ce que c'est vrai? Malheureusement, je pense que oui. Je vais vous dire que, on va me dire d'où il tient ça, je ne pourrais pas vous le dire. Mais en fait, j'ai discuté récemment avec un ancien cycliste de très bon niveau chez les jeunes, qui a abandonné sa carrière parce qu'il m'a dit pas voulu tremper là-dedans, et qui m'a parlé de pratiques qui ne sont pas généralisées, mais qui existent, et bien sûr qui bénéficient à ceux qui les utilisent dès les juniors. Dès les juniors de haut niveau, ou de ceux qui vont devenir des juniors de haut niveau. Alors, pour passer la rampe professionnelle et pour remporter un titre junior, espoir, etc., parce que ça a de la valeur et ça garantit quasiment un contrat pro derrière, aussi pour rentrer dans les fameux paramètres du passeport biologique, avec des paramètres assez hauts, très jeunes, quand vous n'êtes pas encore testé sur les listes cibles, etc., etc. Et quand vous rentrez dans les groupes cibles, que vous êtes contrôlé régulièrement, vous avez des paramètres sanguins qui sont déjà élevés. Pas les vôtres naturellement, mais qui sont élevés. Et que donc, quand vous êtes à des taux, par exemple d'hémoglobine ou d'hématocrite assez hauts, ça vous permet de faire des performances importantes, mais vous ne bipez pas, vous ne déclenchez pas les alarmes parce que vous êtes déjà à un niveau... quand vous êtes rentré dans le passeport, tout est cohérent parce que vos niveaux sont plats, même s'ils sont assez hauts. Il n'y a pas d'énormes variations. C'est ça qui crée les alertes dans le passeport bio, par exemple. Juste pour revenir sur les catégories juniors, on parle des U20, c'est ça? C'est ça, c'est ça. U20, U18 et puis ensuite espoir. Alors voilà. Alors c'est pas le cas de tout le monde, il faut le dire, mais je crois, voilà, ma parole n'est pas une parole d'évangile, hein, ni d'or, mais je crois qu'il y a aussi des problèmes à ce niveau-là, que ça mériterait d'être beaucoup plus surveillé, qui est de l'éducation mais aussi de la surveillance, parce que moi, certains témoignages que j'ai eus, et encore un récemment, même si c'est en privé, me donnent quand même des indications avec des noms assez ronflants. C'est-à-dire qu'on remonte à 5-6 ans en arrière avec des gens qui sont aujourd'hui, alors je ne peux pas vérifier, mais des gens qui sont aujourd'hui des professionnels de très haut niveau, des jeunes professionnels de très haut niveau. Toutes nationalités confondues? Oui, je ne parle pas spécifiquement de français ou d'espagnol, ou etc. Je peux parler d'anglais, je sais pas moi, d'autres de pays de l'Est. Voilà. Ok. J'ai des amis un peu partout. Hein. Thierry, le cyclisme est le sport où le dopage est le moins rentable. Oui, alors c'est ce que je pense. C'est un des sports où il est le moins rentable. D'abord parce qu'il y a une recherche de produits dont la technicité est beaucoup plus poussée. On va rechercher de manière beaucoup plus pointue que dans d'autres sports, par exemple comme dans le foot ou d'autres sports, etc. Donc, la différence sur une étape de montagne ou un contre-la-montre, entre le premier et le cinquième, même s'il y a 30 secondes ou 40 secondes d'écart ou une minute d'écart, on va dire que c'est assez important, mais la différence, c'est plus ou moins 3 à 5%. Voilà. Donc, c'est un des sports où c'est le moins rentable, mais en fait, si vous avez 1, 2, 3%, quelques watts supplémentaires, en fait, ça vous permet de faire la différence. Parce qu'aujourd'hui, l'entraînement en vélo est très, très pointu et d'un très haut niveau de la qualité d'entraînement. Vous avez les watts enregistrés en permanence, vous avez, etc. Moi, j'ai discuté avec un directeur sportif qui est dans sa voiture, qui me parlait d'un grand coureur italien, et il a les watts en permanence dans sa voiture, il sait à quel niveau il est, etc. etc. Alors ça, est-ce que ça peut être discutable aussi? Est-ce que ça a un intérêt ou pas par rapport aux sensations des coureurs? Moi, je suis plutôt contre ça. Mais maintenant, voilà, on est très, très pointu là-dedans. Donc, 3%, quelques watts, 10, 15 watts, 20 watts, vous faites une différence énorme parce que tout le monde a
est pendu dans un col là maintenant, vous voyez. Ouais, comme on dit, on est au rupteur, quoi. Voilà, c'est ça. Juste avant de clôturer cette rubrique vrai du faux, revenons rapidement sur l'histoire des cétones. Mmh. On a vu un petit peu apparaître ces histoires au goût du jour sur le Tour de France en 2019, le dernier Tour de France. Qu'est-ce qu'on peut en dire des cétones? Il y a une étude qui a été réalisée, je crois, à une université en Belgique, alors je crois que c'est Charleroi, il me semble, qui semble démontrer que ce produit, qui est assez cher, sollicite toute la mise en œuvre de la machine énergétique. Souvent, c'est le problème qu'on a, c'est comment aller chercher des graisses, transporter du glucose. Il y a transporter l'oxygène et transporter du glucose pour faire marcher les muscles. Et donc, ça aurait un effet boost, en quelque sorte. Ça Ouais. aurait. Voilà. Moi, je sais pas, on n'a pas d'études très précises là-dessus, etc. Mais donc ça paraît être un produit miracle qui est peut-être sans effet, on ne sait pas. Voilà. Et puis ça peut être aussi comme parfois, ça peut avoir un petit effet. Hein, voilà, pourquoi pas, comme quand vous manquez de sucre et vous buvez une boisson gazeuse et sucrée et bien connue. Voilà. Bon, après vous rechutez et tout, mais si vous avez passé la ligne, bon ben voilà, c'est l'essentiel. Je pense que quand même, la sainte trinité, stéroïdes, hormones de croissance, dopage sanguin, est quand même prévalente. Parce que pour avoir un effet boost, il faut quand même être encore dans le peloton pour en bénéficier. Et c'est encore mieux d'être en tête du peloton, voire dans la bonne échappée. Voilà, parce que sinon, si vous n'êtes pas au-dessus, voilà. Ou alors avoir beaucoup de talent. Donc, je suis très réservé sur l'effet réel ou supposé des cétones. C'est probable, mais En plus, ce qui est particulier, c'est que c'est aussi sécrété naturellement par le corps également. bien sûr, mais c'est la mécanique du dopage, c'est par des produits extérieurs de faire fonctionner, de faire déclencher des éléments dans le corps qu'il ne fabrique pas naturellement ou pas en quantité surabondante naturellement. Voilà. C'est les stéroïdes qui déclenchent la fabrique génétique, c'est le PO qui active les reins et la moelle osseuse pour fabriquer des jeunes globules rouges, etc., etc. Nous sommes toujours dans le podcast La Soquette Légère avec Thierry Vildary, journaliste et investigateur sur France Télévisions. Thierry, vous avez évoqué en début d'émission les différentes instances qui dirigent ou en tous les cas qui influent sur le cyclisme, notamment l'UCI, l'Agence mondiale antidopage, donc l'AMA, le CIO également. Est-ce qu'on a toujours ces désaccords et ces distorsions entre ces différentes instances sur certains produits utilisés ou non? Oui, alors, c'est compliqué parce que il y a des scientifiques comme quelqu'un que je connais bien qui s'appelle Pierre Sallet et qui a beaucoup collaboré avec ces instances et qui collabore moins maintenant et qui voire même est un peu en bisbille avec elle de temps en temps ou elle avec lui, Ouais. mais qui peut encore collaborer ponctuellement et qui pense qu'effectivement en gros, il pense, lui, qu'on pourrait passer une vitesse supplémentaire. Voilà. Après, il y a toute la problématique, c'est qu'il y a des contrôles à faire. C'est la problématique qu'ont ces instances. Il y a des contrôles, des produits, et il faut sécuriser juridiquement, scientifiquement et juridiquement tous les actes que vous faites de façon à pouvoir prendre des sanctions, à ne pas vous faire retoquer sempiternellement devant le TAS. Il y a un problème au TAS aussi, c'est que les juges du TAS sont souvent issus de fédérations ou ont des intérêts avec des fédérations, voilà, etc. Moi, j'aimerais bien que les juges du TAS soient totalement Indépendant. indépendants et ne dépendent de personne. J'aimerais bien que le comité scientifique de l'Agence mondiale antidopage, qu'il y ait un peu moins d'anglo-saxons, par exemple, dans ce comité scientifique. C'est-à-dire qu'on parlait du tramadol, Ouais. qui est quand même pas un bonbon sucré. Hein. C'est quand même un truc que vous donnez quand vous cassez la jambe. Hein, vous avez un os brisé à la jambe, un fémur ou un tibia. Donc, quand même, ça fait mal. Mhm. C'est le genre de truc qu'on vous donne. Vous pouvez sortir de là accro. C'est le médicament, donc c'est un dérivé opiacé. C'est le médicament que l'on donne à des cancéreux en soins palliatifs juste avant la morphine.
Donc ça, c'est quelque chose qui est autorisé par la main. Alors, il y a une logique, c'est que c'est autorisé aux États-Unis et que ça crée des centaines de morts et des milliers de morts par an, parce que c'est sous influence des laboratoires pharmaceutiques. Mais c'est pas pour ça que c'est une bonne chose. Ce que posent les sportifs, c'est il faut quand même bien qu'on puisse se soigner, etc. Moi, je pense effectivement que si on est malade, on ne fait pas de sport. Voilà. Et grâce soit rendue à Thibaut Pinot. Juste pour précision, le TAS, pour nos auditeurs et auditrices, Tribunal arbitral du sport. Thierry, on évoquait tous ensemble au début de cette émission la lutte antidopage dans les différents pays. Donc on a évoqué la Colombie, le Kenya, l'Éthiopie, etc. Ma question est double. Où est-ce qu'on en est dans ces pays où le cyclisme est très populaire, donc notamment en Amérique latine et en Afrique? Et deuxième partie de la question, est-ce que la lutte antidopage actuellement n'est pas un petit peu sous influence, dirons-nous, anglo-néerlandaise, espagnole? Moi, j'ai des doutes sur la qualité de ce qui peut être fait dans ces pays où on va en stage très facilement, ce qui semble assez à la mode. Voilà. Moi, on m'a déjà évoqué dans un pays de l'Est, quelqu'un m'a déjà raconté que voilà, un contrôleur antidopage vient quand vous êtes dans des pays où le niveau de vie n'est pas... Et là, je ne vous parle pas de pays en voie de développement, hein. Je parle de pays de l'Est où il y a quand même un minimum de niveau de vie. Voilà. Avec $500, vous avez le contrôle que vous voulez. Voilà. D'accord. C'est la réalité. Les grandes instances antidopage le savent que c'est plus compliqué. L'exemple type actuellement, c'est le Kenya, qui commence juste à mettre en place une vraie politique antidopage, en athlétisme notamment, parce que c'est posé la question, parce que je veux dire, on suspend les Russes, mais vu le nombre de contrôles positifs au Kenya, je ne sais pas pourquoi le Kenya est encore autorisé d'engager des athlètes aux Jeux Olympiques, etc. En Éthiopie, c'est le Far West total. Complètement inexistant. Voilà, vous pouvez vous planquer, personne ne vous trouve. Hein. Déjà, il faut vous localiser. Vous donnez telle adresse, je ne sais pas comment vous faites. Mais non, mais il n'y a pas de rue, c'est très compliqué. Voilà. Je sais que Mo Farah récemment est allé, après le Kenya, s'entraîner en Éthiopie. D'accord. Alors, c'est probablement très bien et tout, etc. Moi, ce n'est pas un pays que je conseillerais à des athlètes sur lesquels il n'y a aucun soupçon. Mais voilà, je ne conseillerais pas ça. En Colombie, voilà, moi, j'ai des doutes sur la sincérité, la qualité des contrôles antidopage en Colombie. Peut-être que ça se passe très bien. Mais moi, je me permets de poser des questions. Je note que Quintana a fait une super perf là. Sur le Ventoux, effectivement. Vraiment, sur le franchement, Tour de la Provence, ouais. Top. Pour revenir sur ces pays-là, quand vous dites vous avez des doutes sur les contrôles, on parle des fédérations de chaque pays. Des organismes antidopage. Pas des D'accord. fédérations. Les fédérations, c'est pas elles qui organisent, c'est les organismes antidopage. Ou alors, il faut que les instances internationales projettent des contrôleurs avec des contrôles inopinés, etc. quoi, voilà. C'est compliqué, ça coûte cher. Pour projeter des gens à l'étranger, il faut avoir des informations, il faut avoir monté des dossiers, et tout, etc. C'est-à-dire que les contrôles inopinés ou réguliers, dans des pays où il y a beaucoup de pauvreté, où c'est compliqué pour accéder, etc., c'est plus compliqué à faire que chez nous quand vous êtes à l'hôtel ou en France ou en Suisse ou etc. quoi. Voilà, faut quand même le reconnaître, faut quand même le dire. On n'est pas tous égaux devant le contrôle antidopage en fonction de notre pays de naissance, l'endroit où on est, le contexte local, le contexte social, etc. Par rapport à Quintana, l'ascension du Mont Ventoux sur le Tour de la Provence 2020, c'est une performance qui vous interpelle? Ça interpelle du monde visiblement sur les réseaux sociaux avec des chiffres, des watts, etc. Quintana qui soit un grand champion, je pense que ça... c'est plus à démontrer. C'est plus à démontrer. Son palmarès est là, il n'a pas été remis en cause. Ça a l'air, ma foi, d'être quelqu'un d'extrêmement sympathique. Voilà, il n'y a pas de souci. On est au début de la saison, et il monte à une vitesse... Alors, il s'est probablement préparé pour ça, et tout, etc. Voilà. Je note que sur les réseaux sociaux, ça pose des questions à certaines personnes, alors qui sont un peu référencées dans le domaine, pour ne pas le citer, Antoine Vaillé, etc. Mais bon, je note qu'en face, il n'y a pas grand-chose comme réponse, quoi. Personne ne dit, oui, vous racontez n'importe quoi, et tout, etc. Moi, j'ai toujours pas vu de... Alors peut-être qu'on ne veut pas lancer de polémique, et tout, etc. Mais
Voilà, il y a c'est des performances qui sont quand même très tôt dans la saison très importantes, quoi. Je veux dire, on a le droit de se poser des questions, quoi, aussi. Hein. On va pas faire dans l'angélisme, hein, voilà, parce que on a trop souvent opposé ça, c'est-à-dire que ceux qui posent des questions, ah gna gna, mais vous voulez, etc., etc. Et puis 5 ans après, 3 ans après, 10 ans après, on s'aperçoit que finalement tout le monde s'est fait flûter. Il faut quand même voir les choses en face, quoi. Donc il y a des gens qui ont des performances cohérentes, voilà. Il y a des gens qui sont pas tous français, hein, voilà, mais il y a des Français. Il y a des coureurs, moi je pense par exemple à Tim Wellens, qui pour moi est un grand champion, Ouais. qui ont des performances, qui sont cohérentes, qui ont des préparations et tout, etc. Ces gars-là concourent, font la Tirreno Adriatico avec des gens, ils mettent pas un pied devant l'autre, Ouais. hein, voilà. Et puis 3 mois plus tard, ils se font fumer. Hmm. Ils se font littéralement fumer. Alors moi, ces écarts-là, franchement, ça me pose question. Voilà. Moi, quand je vois des équipes qui ont monté des séries de cols dans le Tour de France en mettant 6 mecs devant, et puis que 2 mois après, dans un championnat du monde, ils n'arrivent plus à monter une bosse, alors que des coureurs qui étaient complètement pendus au plafond, qui n'arrivaient pas à suivre, se retrouvent devant eux, moi, ça me pose question. Voilà. C'est tout. Et c'est ma réticence par rapport au vélo d'aujourd'hui. Il y a des... Je trouve que c'est un sport paradoxal aujourd'hui, parce que je pense que heureusement, par rapport à il y a une vingtaine d'années, il y a des grands champions, et je pense qu'ils sont clean, ou je ne vois pas quoi leur reprocher, et qui remportent des étapes, qui peuvent remporter des courses, etc. Et tant mieux pour eux, parce que je pense qu'il y a 20 ans, ils n'auraient pas pu avoir de palmarès. Et malgré tout, je trouve qu'il y a encore des performances qui, moi, me semblent pas cohérentes. Voilà. Alors, fort heureusement, par rapport à il y a 20 ans, les deux, chacun, je dirais, arrive à avoir une place. Il y a une place prépondérante pour des gens sur qui j'ai des doutes. Mhm. Et puis, il y a quand même des gens qui arrivent à se faire un palmarès, quoi. Voilà. Donc, Toute l'ambiguïté du cyclisme professionnel, ouais. Alors Thierry, poursuivons un peu cette émission et arrêtons-nous un peu plus sur vous et votre personnalité. Comment ça va, intéresse là du monde, ma personnalité. Exactement. Nous, ça nous intéresse ça en nous tous les intéresse. cas. Quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite dans votre vie? De faire mon métier, c'est-à-dire de vivre de ma passion, parce que je n'étais pas prédestiné à ça. Alors ça va faire, je sais pas, tiquer. Les gens vont trouver ça aberrant aujourd'hui et tout. Je trouve dommage aujourd'hui, parce que je ne vois pas la traduction sur les antennes, hein, avec ce qu'on demande. C'est pas leur faute, mais avec ce qu'on demande aux jeunes journalistes aujourd'hui, il faut quand même avoir 5, 6, parfois 7 ans d'études pour arriver à s'exprimer sur un média. Ça me paraît aberrant. Voilà. Surtout pour souvent ce qu'on leur demande, hein, c'est-à-dire de plus en plus d'être aux ordres et de ne pas avoir de point de vue et de ne pas gratter, etc. Je trouve ça dommage pour eux. Moi, j'ai pas fait d'études. J'étais un cancre. J'étais un rétif à l'autorité. Je le suis toujours, en quelque sorte. C'est peut-être pour ça que je fais ce que j'ai la chance de faire ce que je fais et qu'on me fasse confiance dans ce que je fais. Mais voilà, je pense que le truc le plus dingue, c'est que j'ai réussi à faire ce métier où j'ai pas l'impression de travailler. Et à l'opposé, quelle est votre plus grande déception? Comment dire? J'ai tellement de trucs dont il faut que je m'occupe. J'ai tellement de trucs en tête que j'ai pas le temps d'être déçu. J'ai pas trop le temps d'être déçu. Après, il y a des trucs que j'aurais aimé sortir, que j'aurais aimé. Je pense que sur les moteurs, par exemple, dans les vélos, on aurait pu aller plus loin, on aurait pu, etc. Voilà. Maintenant, on a démontré ce qu'on a pu démontrer. Malgré ce que certains ont dit, j'attends toujours le procès en diffamation de l'équipe Lotto Jumbo de l'époque, hein, parce qu'ils l'avaient annoncé. J'attends encore leur papier. Voilà. Sur un reportage concernant Primož Roglič. Ça fait 4 ans, c'est ça? Ça fait 4 ans. Je note qu'encore une fois, y compris l'an dernier, il a encore eu des problèmes de vélo dans le Giro. Décidément, il est maudit. Il change de vélo, on perd son vélo. C'est notre équipe qui la récupère. On ne sait plus où est passé son vélo. Enfin bon, c'est dingue. Il a vraiment pas de chance, ce pauvre Primož. Il a quand même eu beaucoup de chance de pouvoir devenir un sauteur à ski. On sait qu'il faut être quasiment anorexique. Et puis de devenir un rouleur émérite et un grand grimpeur qui met une pâtée quand il semble décider à ceux dont c'est le métier à l'origine et dont on a détecté chez eux des talents depuis tout jeune, quoi. Alors que lui, ses talents physiologiquement semblaient quand même assez opposés à ça. Et enfin, Thierry, quelle est la personne qui vous inspire le plus? Fausto Coppi. Alors j'étais fan de foot quand j'étais petit et de vélo.
Mais c'est quelqu'un dont j'aurais pu, si j'étais né à son époque, avoir le poster dans ma chambre et le regarder pédaler sur une photo, même immobile, pendant des heures, je crois. C'est vrai que Fausto Coppi, c'est quand même un coureur, Voilà. quand on voit les clichés, qui a une certaine classe Classe. sur son, C'est la sur son vélo. classe. C'est la Exactement. grande classe. Et ben voilà que c'était intéressant. Merci beaucoup Thierry pour toutes ces De rien, précisions. merci à vous. On approche peu à peu de la fin de ce podcast La Soquette Légère et on va en profiter pour inaugurer avec vous une nouvelle rubrique. Au bout Alors, du bout. Ouais, le nom est assez simple, hein. C'est blanc ou noir. Jingle. Blanc ou noir, je vais débuter, Valentine poursuivra. Côté noir, Thierry, est-ce que vous pouvez me donner 3 raisons de sombrer dans le pessimisme le plus complet au regard de la lutte antidopage dans le cyclisme? 3 raisons de sombrer dans le pessimisme. Je suis pas très fier de cette question, mais il Non, fallait non, qu'on mais la pose. elle est juste. Le fait qu'on ait l'impression que on sent pas un grand mouvement du sport mondial pour s'harmoniser et dire des choses simples comme il y a des médicaments qui sont dangereux, qu'il ne faut pas prendre. Voilà. Mais on rejette toute la responsabilité sur le sport. Je pense que le pire, c'est que les États considèrent ceci comme accessoire, la lutte antidopage. Or, le sport aujourd'hui est un repère, et parfois le premier repère, avant même l'école, à des millions de jeunes. Et donc, c'est un moyen d'éducation et un moyen de faire passer des valeurs qui est fondamental. Si on ne lutte pas contre ceux qui trichent et qui dévoient ces valeurs, c'est un mal social qui se répand. Ça ne concerne pas que le sport, ça concerne l'ensemble de la société. Et ça, il faut en prendre conscience. Il faut que les États déchargent les institutions sportives d'une partie de la lutte antidopage. Il faut judiciariser, il faut sanctionner. Il faut que les dopeurs, notamment, je dis les dopeurs plus que les dopés, il faut que les dopeurs sachent qu'ils risquent gros quand ils font ça. Le troisième point noir, c'est qu'il faut faire le ménage chez notamment les encadrants qui ont été aux prises avec des méthodes de dopage auparavant. Il ne faut plus qu'ils puissent devenir directeurs sportifs. Voilà. C'est tout simplement parce que, alors il y a le bouquin de Rudy Pevenage, il raconte bien ça. Je veux dire, le gars, il nous dit, il nous explique un peu, il dit qu'il a pris pour les autres, comme d'habitude et tout, etc. Mais son premier réflexe, je l'ai tweeté d'ailleurs en voyant le truc, ça a été d'essayer de faire échouer l'enquête policière en Allemagne. Voilà. Donc ces gens-là, ils ont droit à une deuxième chance dans autre chose, mais pas dans le vélo. Ils vont pas encadrer des jeunes. C'est-à-dire que vous, Alberto Contador, qui crée son équipe auprès de la jeunesse espagnole, Non. ça marche pas? Non, c'est un dopé. D'accord. Contador est un dopé. Il a beaucoup de fans, je sais pas, mais de fans en tout cas. Ça, on pourra essayer de regarder, mais beaucoup de fans, effectivement. Je déjà. pense que c'est probablement quelqu'un qui avait du talent, etc. Il a été dopé. Non, on ne le met pas au contact avec des jeunes en Espagne. Et enfin, côté blanc, Thierry, donnez-nous 3 raisons de se rassurer et d'avoir confiance au regard de la lutte antidopage dans le cyclisme. Ils existent aussi dans le vélo. Des jeunes et des gens qui refusent d'entendre parler de dopage et qui sont beaucoup plus durs que moi sur la lutte antidopage. Eux, ils les foutraient tous en tôle, ils interdiraient tous, etc. Ouais. Donc ça, c'est le premier espoir, parce que le dopé est celui qui transpire, celui qui consacre sa vie, celui qui prend les risques physiques et juridiques. C'est toujours, et quand il se fait attraper, c'est lui qui est face aux médias, qui est face éventuellement aux policiers, aux juges, au règlement, à l'agence antidopage et tout, etc. Et ceux qui l'ont amené là-dedans, parce qu'on n'y va pas tout seul, on y va rarement tout seul, ceux qui l'ont amené là-dedans souvent s'en sortent plutôt bien, et voire peuvent continuer. Je pense que le développement de la technologie, alors on dit toujours que le dopage, les dopeurs ont une guerre d'avance sur l'antidopage, mais il y a des raisons d'espérer que par la technologie, on ait des avancées qui rendent de plus en plus dur tout ça. Je sais qu'il y a un chercheur en Angleterre dans une université qui est en train de travailler, parce qu'il a vu les premiers résultats concluants, sur des marqueurs génétiques à long terme quand on prend des produits. C'est-à-dire que vous prenez des stéroïdes, ils ne sont plus détectables, mais ils vont tamponner vos marqueurs génétiques de manière définitive. D'accord. Voilà, par exemple. Ou de l'EPO. Il est en train de travailler là-dessus. Ça, vraiment, c'est une raison d'espérer. La troisième raison est d'espérer et qu'il faut qu'il y ait encore quelques scandales qui sortent pour
mouiller toujours plus les responsables. Et donc, il faut continuer à sanctionner. Et il faut aussi qu'il y ait plus de journalisme et plus de journalistes et plus de médias qui s'intéressent à tous ces aspects qui ont trait à l'éthique dans le monde du sport en général. Puisque là, le dopage n'est pas isolé des problèmes de paris sportifs, de matchs truqués, des problèmes d'agression sexuelle ou d'emprise, etc. Tout ça, c'est un tout. Et il y a derrière des mafias qui ont déjà infiltré beaucoup de sports. Merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et je trouve que c'est toujours très important d'élever un petit peu le débat sur la réalité de ce sport, de son système et également de sa lutte. Et j'imagine qu'avec vos propos, nombreux de nos auditeurs et auditrices auront une vision plus approfondie. Et évidemment Thierry, avant de se quitter, alors ça va pas être notre traditionnel « tu préfères », mais « vous préférez ». Jingle. Tu préfères. Thierry, très simple, une réponse rapide et pas d'argumentaire. Vous préférez boire une bière avec Froome ou Alberto Contador ? Avec Froome, parce que j'aurais beaucoup de choses à lui demander auxquelles il ne répondrait pas, mais je pense qu'on se marrerait bien. Vous préférez skier avec Roglic ou rouler à ses côtés ? Moi, je préférerais rouler à ses côtés, parce que d'abord, je skie très mal, et je pense qu'il est bien meilleur que moi, et je préfère rouler à ses côtés, mais pour rouler à ses côtés, je pense qu'il faudrait que je sois en scooter ou en moto. Vous êtes coureur, vous préférez rouler pour la Jumbo-Visma ou pour Astana ? Je préférerais rouler pour Astana, parce que j'en ai croisé quelques-uns et ils ont l'air assez On se marre bien. On se marre bien, ouais. La Jumbo, je les connais moins parce que la fois où je les ai sollicités pour avoir une interview, ils m'ont répondu après qu'on ait diffusé le reportage à l'antenne. Alors, malheureusement... Vous préférez Bernal en jaune ou Carapaz en rose ? Je préfère Bernal en jaune. Et enfin, vous préférez, référence à votre fameux reportage sur Stade 2, vélo électrique ou trottinette électrique ? J'ai testé les vélos électriques et c'est vraiment extraordinaire. Monte là-dessus, tu verras Montmartre, hein, franchement. Les VTT, les vélos électriques, ouais. Bon, parfait. Merci beaucoup de votre passage, Merci Thierry. Bon retour, à une prochaine. Évidemment, on va suivre avec attention l'ensemble des points qu'on a évoqués et toutes ces évolutions. Valentine, toujours un plaisir d'être assis à tes côtés. Merci. Pour moi aussi. Oh, c'est pas beau ça. Merci, Comme Thierry. d'habitude, un grand merci à vous, auditeurs et auditrices, pour votre présence et votre fidélité. On se retrouve très vite pour un prochain podcast. Et évidemment, d'ici là, profitez des vôtres. Prenez soin de vous. Bye bye. La